Elle portait 1000 noms, et aucun ne pouvait être prononcé par une bouche humaine sans se briser. Dans la langue de son peuple, son titre signifiait à la fois celle qui ordonne et celle qui comprend. Elle était la souveraine des 1000 mondes, héritière d'un empire si ancien que certaines de ses étoiles s'étaient éteintes avant même que sa mémoire collective n'enregistre leur naissance. Depuis le trône de matière vivante qui pulsait au rythme de ses pensées, elle observait l'univers comme on contemple un schéma achevé. Chaque civilisation avait sa place, chaque espèce sa fonction, chaque planète sa valeur mesurable. Rien n'était laissé au hasard. Le chaos, croyait-elle, n'était qu'un mot employé par les intelligences incapables de saisir les structures profondes de l'existence. Son peuple avait transcendé les limites biologiques depuis des millénaires. Les émotions primitives avaient été raffinées, puis disciplinées, jusqu'à devenir de simples outils cognitifs. La peur servait à évaluer les risques. Le désir, à optimiser l'expansion. L'empathie, réduite à une simulation nécessaire pour comprendre l'ennemi. L'individu n'existait plus vraiment. Seule comptait la continuité de l'espèce et la stabilité de l'empire. La souveraine incarnait cette perfection froide. Devant elle, l'espace se pliait en représentations holographiques, galaxies cartographiées, flux d'énergie, probabilité d'extinction. Chaque point lumineux correspondait à un monde connu, catalogué, jugé. Certains étaient déjà sous domination, d'autres avaient été effacés, jugés incompatibles avec l'équilibre impérial. Quelques-uns seulement étaient encore en observation. Parmi eux figurait une planète bleue, insignifiante à l'échelle cosmique, espèce carbonée de type primate, récita la conscience collective qui l'assistait, développement technologique instable, organisation sociale fragmentée, taux élevés de conflits internes. La souveraine savait déjà tout cela. Les humains n'étaient pas nouveaux. Ils avaient été détectés depuis plusieurs cycles, étudiés à distance, analysés par des drones et des algorithmes. Leur art, leur guerre, leur transmission primitive avaient été disséqués. Rien de tout cela n'avait justifié une intervention. Ils pensaient trop lentement, ressentaient trop fort, mouraient trop vite. Conclusion précédente, espèce mineure, ajouta la voix collective, valeur stratégique faible. La souveraine ne répondit pas immédiatement. Quelque chose, dans les données récentes, avait attiré son attention. Non pas leurs armes, ni leur structure politique, mais une anomalie plus subtile, une incohérence persistante entre leurs actes et leurs décisions prévisibles. Les humains agissaient souvent contre leur propre intérêt. Ils savaient ce qui les détruisait, et continuaient pourtant. Ils comprenaient les conséquences, mais choisissaient parfois l'inverse. Aucun modèle mathématique n'arrivait à stabiliser leur comportement sur le long terme. Ils pensent mal, conclurent certains esprits du Conseil. Ou ils pensent autrement, corrigea la souveraine. C'était une nuance rare, dangereuse même. Dans l'histoire de l'Empire, chaque fois qu'une espèce avait été jugée, autre plutôt que inférieure, cela avait conduit à des complications. Mais la souveraine ne pouvait ignorer l'échec des méthodes habituelles. Observer les humains par leurs actes ne suffisait plus. Leurs paroles étaient trompeuses, leurs archives contradictoires, leurs statistiques instables. Il manquait quelque chose. Accès direct à la cognition requis, formula-t-elle enfin. Un silence parcourut la conscience collective. Une pause infime, mais significative. Procédure interdite pour les espèces non intégrées, répondit-elle. Risque de contamination psychique. La souveraine inclina légèrement sa forme, geste équivalent à un sourire absent d'émotion. Yasumele risque. Le projet fut lancé dans la même unité de temps. Des entités scientifiques s'activèrent, non par empressement, mais par obéissance parfaite. Une technologie ancienne fut extraite des archives profondes, rarement utilisée. Le miroir de pensée, un dispositif capable de franchir la barrière la plus sacrée, celle de l'esprit individuel. Il ne s'agissait pas de lire des souvenirs comme on consulte un enregistrement. Le miroir ne traduisait pas, ne filtrait pas, il connectait, brutalement, sans métaphore. Il exposait la pensée telle qu'elle naissait, avant même qu'elle ne prenne forme logique. La souveraine savait ce que cela impliquait. Elle avait autorisé l'usage de cette technologie une seule fois auparavant, face à une espèce aujourd'hui disparue. À l'époque, elle n'était pas encore souveraine. Elle se souvenait pourtant du verdict final. Esprit instable, autodestructeur, non compatible. Les humains ressemblaient déjà trop à cette ancienne espèce. Sélection du sujet, demanda la conscience collective. La souveraine réfléchit. Choisir un chef aurait biaisé l'expérience. Un savant aurait été une exception, un guerrier, un extrême. Non, pour comprendre une espèce, il fallait sonder ce qu'elle avait de plus commun. Un individu ordinaire, dit-elle,
sans pouvoir, sans influence. Un humain parmi des milliards. L'écran changea. Des milliers de visages humains apparurent, capturés à travers leur propre réseau. Expression banale, regard fatigué, sourire forcé, vie minuscule. La souveraine observa sans jugement apparent. Pourtant, quelque chose se produisit alors, une sensation inhabituelle, difficile à qualifier. Non pas de l'intérêt, elle connaissait ce concept. Plutôt une friction cognitive, comme si l'univers refusait de se laisser réduire à une équation simple. Celui-ci, désigna-t-elle enfin. Le visage sélectionné n'avait rien de remarquable, ni beauté exceptionnelle, ni laideur frappante. Un humain moyen, dans une ville moyenne, vivant une existence sans trace dans l'histoire galactique. Parfait. Lien mental en préparation, annonça la conscience collective. Synchronisation progressive recommandée. Non, répondit la souveraine. Immersion directe, un nouveau silence. Plus long cette fois. Confirmation requise, insista la voix. Les pensées humaines sont réputées chaotiques. La souveraine se redressa sur son trône vivant. Son esprit embrassait simultanément des systèmes stellaires entiers. Elle avait survécu à des guerres mentales, à des paradoxes temporels, à l'effondrement de civilisations entières. Il n'existe pas de chaos, dit-elle. Seulement des structures que nous n'avons pas encore comprises. La confirmation fut donnée. Au cœur du vaisseau impérial, le miroir de pensée s'illumina. Quelque part, sur une planète bleue insignifiante, un humain ordinaire leva les yeux sans savoir pourquoi, traversé par une sensation étrange comme l'ombre d'un regard impossible. La souveraine ferma ses perceptions externes. Pour la première fois depuis des millénaires, elle allait cesser d'observer une espèce de l'extérieur. Elle allait entrer dans un esprit humain, et elle ignorait encore que ce simple acte allait fissurer tout ce qu'elle croyait savoir sur la pensée, la domination et elle-même. Il s'appelait Adrien. Du moins, c'était ainsi que l'appelaient les autres humains, et ainsi qu'il se désignait lui-même dans le silence de ses pensées. Ce nom n'avait aucune résonance particulière dans l'univers. Il n'était associé à aucun événement notable, à aucune découverte, à aucune décision qui aurait modifié le cours de l'histoire, même à l'échelle infime de sa propre planète. Adrien était ordinaire, et c'était précisément pour cela qu'il avait été choisi. Il vivait dans une ville dense et bruyante, faite de béton, de verre et de flux constants. Chaque matin, il se levait avant que le soleil ne soit pleinement visible entre les immeubles. Le réveil sonnait, il soupirait, repoussait l'instant de quelques secondes inutiles, puis se levait quand même. Il se préparait mécaniquement, répétant des gestes appris depuis des années, sans y penser vraiment. Son esprit était déjà ailleurs, dispersé entre ce qu'il devait faire, ce qu'il aurait voulu faire, et ce qu'il n'avait jamais osé envisager. Il travaillait dans un bureau sans âme, entouré d'écrans, de chiffres et de conversations superficielles. On lui demandait d'être efficace, précis, interchangeable. Il l'était. Pas par passion, mais par habitude. Adrien savait qu'il n'était pas malheureux au sens dramatique du terme. Il n'avait pas faim, il n'était pas en guerre, personne ne le persécutait. Et pourtant, une fatigue sourde l'accompagnait en permanence, comme une note grave jouée trop longtemps. Il se demandait souvent si c'était cela, vivre. Ses pensées n'étaient jamais formulées clairement. Elles flottaient, diffuses, entre deux tâches, entre deux regards perdus par la fenêtre. Adrien ne se considérait pas comme quelqu'un de profond. Il pensait même parfois qu'il pensait trop. Mais en réalité, il ne faisait que ce que font tous les humains. Il ressentait sans toujours comprendre. Il désirait sans toujours nommer. Il doutait sans toujours oser l'admettre. Ce soir-là, il rentrait chez lui à pied. L'air était frais, le ciel chargé de nuages bas qui reflétaient les lumières artificielles de la ville. Autour de lui, d'autres humains marchaient, pressés ou distraits, chacun enfermé dans sa propre bulle mentale. Adrien les observait sans vraiment les voir, se demandant vaguement ce qu'il pouvait bien penser à cet instant précis. Il ne savait pas qu'une conscience ancienne, vaste et étrangère, se posait sur lui à ce moment-là. Dans l'espace lointain, la souveraine observait les données affluer. Elle voyait Adrien marcher, respirer, cligner des yeux. Son corps était fragile, imparfait, soumis à une chimie instable. Rien de remarquable. Pourtant, ce n'était pas le corps qui l'intéressait. C'était ce qui se produisait derrière, dans cette masse neuronale que les humains appelaient esprit. Activité cognitive dans les normes humaines indiqua la conscience collective. Flux constant. Forte présence de pensées non finalisées, la souveraine analysait sans intervenir. Elle notait les micro-variations, les associations spontanées, les images mentales surgissant sans cause apparente. Adrien pensait à son dîner, puis à une phrase entendue plus tôt.
puis à un souvenir d'enfance déclenché par une odeur, aucun lien logique, et pourtant une continuité ressentie. Fascinant, murmura-t-elle intérieurement. Adrien, lui, sentit soudain un frisson. Il s'arrêta un instant, regarda autour de lui. Rien d'anormal, pas de bruit suspect, pas de présence visible. Il se reprocha cette réaction absurde. Il devait être fatigué, voilà tout. Mais quelque chose avait changé. Ses pensées semblaient légèrement décalées, comme si elles étaient observées de trop près. Il eut l'impression étrange de se regarder penser, sensation qu'il n'avait jamais vraiment éprouvée auparavant. Cela le mit mal à l'aise. Il accéléra le pas, pressé de rentrer chez lui. Chez lui, l'appartement était silencieux. Trop silencieux. Adrien alluma une lumière, puis une autre, comme pour repousser une présence invisible. Il posa ses clés, s'assit sur le canapé, fixa le mur sans but précis. Les pensées affluèrent plus fort, sans ordre. Le travail, ses parents qu'il appelait trop rarement, une relation passée qui s'était dissoute sans véritable raison. Pourquoi je pense à ça maintenant? Se demanda-t-il. La souveraine observait cette question avec un intérêt croissant. L'humain ne se contentait pas de penser, il commentait sa propre pensée, il doutait de son esprit tout en l'utilisant. Cette mise en abîme cognitive était rare chez les espèces primitives. L'individu manifeste une conscience réflexive instable, signala la conscience collective. Potentiel de surcharge lors du lien. Justement, répondit la souveraine, c'est cela que je veux comprendre. Adrien se leva, fit quelques pas, puis se laissa tomber sur une chaise. Une fatigue inhabituelle l'envahit, lourde, presque écrasante. Ses paupières devinrent lourdes, mais son esprit refusait de se calmer. Il eut la sensation diffuse d'être au bord de quelque chose, sans savoir quoi. Dans l'espace impérial, les préparatifs touchaient à leur fin. Le miroir de pensée ajustait ses paramètres. Les barrières de protection étaient en place, autant que possible. Pourtant, une incertitude demeurait, palpable même pour la conscience collective. Dernière opportunité d'interrompre, annonça-t-elle. La souveraine contempla une dernière fois les données. Cet humain n'était rien, et pourtant il contenait un univers intérieur que personne, pas même lui, ne semblait maîtriser pleinement. Une contradiction vivante. Poursuivez, ordonna-t-elle. Adrien ferma les yeux. Au même instant, quelque chose s'ouvrit. Ce ne fut ni une douleur, ni une image, ni une voix. Plutôt une sensation de profondeur soudaine, comme si son esprit venait de perdre un mur qu'il ignorait avoir. Ses pensées, jusque-là privées, semblèrent exposées, éclairées par une lumière étrangère. Il inspira brusquement. « Qu'est-ce que » murmura-t-il à voix haute, sans terminer sa phrase. Dans le miroir de pensée, le flux s'établit. La souveraine entra. Elle ne reçut pas des mots, ni des phrases organisées, mais une marée brute de sensations, de fragments, d'émotions contradictoires. Rien n'était filtré, rien n'était ordonné pour être compris par un autre. Et pour la première fois depuis son accession au trône, la souveraine sentit quelque chose qu'aucun algorithme n'avait prévu, une résistance, non pas une barrière, mais une densité. L'esprit humain n'était pas vide, il était plein à en déborder. Le véritable contact venait d'avoir lieu, et rien désormais ne pourrait revenir exactement comme avant. La souveraine n'était pas préparée. Elle avait anticipé des résistances, des incohérences, peut être même une forme de rudesse primitive. Mais ce qu'elle rencontra en franchissant pleinement le seuil de l'esprit humain dépassait toute modélisation. Ce n'était pas un espace structuré, ni un chaos total, c'était un flux, un torrent incessant où sensations, souvenirs, images et émotions se superposaient sans hiérarchie claire. L'esprit d'Adrien n'avait pas de centre, ou plutôt, il en avait trop. La souveraine sentit le lien se stabiliser, puis s'élargir brutalement. Elle perçut d'abord des impressions physiques, la pression du corps contre la chaise, le battement du cœur, une légère douleur dans la nuque. Ces données somatiques, habituellement filtrées chez les espèces avancées, étaient ici constamment présentes, rappelant à l'humain sa fragilité biologique. Puis vinrent les pensées. Pas des phrases complètes, mais des fragments. Une image de rue humide, une voix entendue le matin, une inquiétude diffuse sans objet précis. Adrien pensait à ce qu'il aurait dû dire à un collègue, puis à une publicité absurde, puis à la peur soudaine de vieillir sans avoir vécu. Tout cela en une fraction de seconde. C'est inefficace, constata la souveraine, tentant d'appliquer ses cadres analytiques. Mais les cadres glissaient. Chaque tentative de classification se dissolvait dans la suivante. Les pensées humaines ne se succédaient pas, elles se chevauchaient. Elles n'étaient pas linéaires, mais simultanées.
La souveraine percevait plusieurs niveaux à la fois, la pensée consciente, les émotions sous-jacentes, et une couche plus profonde encore, faite d'associations automatiques et de souvenirs enfouis. Adrien, de son côté, suffoquait intérieurement. Il avait l'impression que son esprit s'était soudain agrandi, ou fissuré. Les pensées qu'il avait toujours eues, mais jamais vraiment regardées, lui revenaient avec une intensité nouvelle. Il se sentait observé, mais plus encore, compris avant même d'être formulé. Il pensa à sa mère. Sans raison apparente, son image surgit. Son sourire fatigué, ses mains usées, une phrase qu'elle lui répétait enfant. Avec l'image vint une émotion brutale, un mélange de tendresse et de culpabilité. Adrien n'avait pas appelé depuis des semaines. Il s'en voulait, sans jamais agir. La souveraine reçut tout cela d'un seul bloc. L'émotion la frappa comme une onde inconnue. Ce n'était pas de la douleur, ni une donnée froide. C'était une charge. Une valeur affective attachée à un souvenir. La souveraine comprit alors que, pour les humains, le passé n'était jamais réellement passé. Il continuait d'exister, actif, influençant le présent sans être convoqué consciemment. Corrélation émotionnelle excessive signala la conscience collective, perceptible en arrière-plan du lien. Risque de saturation. La souveraine ignora l'avertissement. Elle plongea plus profondément. Elle vit Adrien enfant, non pas comme un enregistrement stable, mais comme une reconstruction mouvante. Les souvenirs changeaient légèrement selon l'émotion qui les accompagnait. Un même événement pouvait être teinté de joie ou de honte, selon l'instant. La mémoire humaine n'était pas une archive, c'était une interprétation permanente. Cette découverte troubla la souveraine plus qu'elle ne l'aurait admis. Chez son peuple, la mémoire était sacrée, exacte, immuable. Modifier un souvenir était un crime cognitif. Ici, l'humain réécrivait son propre passé, sans même s'en rendre compte. Adrien sentit une pression croissante dans sa tête. Il porta une main à son front, respirant plus vite. Des pensées qu'il évitait depuis longtemps remontèrent à la surface. Des choix qu'il n'avait pas faits, des mots qu'il avait retenus, des occasions manquées par peur. « Arrête », pensa-t-il sans savoir à qui il s'adressait. La souveraine perçut cette supplique. Ce fut un moment de rupture. Jusque-là, elle observait. À cet instant, elle comprit qu'elle était perçue, non comme une entité définie, mais comme une présence. Adrien ne savait pas ce qu'elle était, mais son esprit réagissait à l'intrusion. Il ressentait une altérité. « Il me sente », constata-t-il. « Elle l'est. Inconcevable », répondit la conscience collective. L'individu n'a pas accès aux structures de perception nécessaires. Et pourtant, Adrien pensa à la mort, pas de manière dramatique, mais comme une ombre constante. L'idée qu'un jour tout cela, ses pensées, ses souvenirs, ses hésitations cesseraient, cette pensée ne le paralysait pas. Elle l'accompagnait, silencieuse, influençant ses choix sans jamais être affrontée directement. La souveraine reçut cette peur existentielle, comme un choc. Les espèces de l'Empire acceptaient la fin comme une donnée abstraite. Elles vivaient longtemps, ou se transféraient. La mort humaine, définitive et proche, donnait à chaque pensée une densité nouvelle. Chaque décision était alourdie par l'urgence, chaque émotion amplifiée par la possibilité de la perte. « Voilà pourquoi ils sont instables », murmura la souveraine. « Ils pensent avec la fin en permanence. » Elle sentit alors quelque chose d'inattendu, une vibration interne, une dissonance dans ses propres processus mentaux. L'esprit humain ne se contentait pas d'être observé. Il influençait. Les émotions d'Adrien coloraient subtilement ses propres perceptions. Un risque réel. Adrien ouvrit brusquement les yeux. La pièce lui sembla irréelle, trop nette, trop plate. Il avait l'impression d'avoir été ailleurs, sans pouvoir le décrire. Une pensée claire, rare, traversa son esprit. Quelqu'un a vu tout ça. Il frissonne. La souveraine se retira légèrement, ajustant le lien. Elle avait obtenu plus que prévu. Trop peu être. L'esprit humain n'était pas un territoire simple à cartographier. C'était un écosystème vivant, changeant, réactif à l'observateur lui-même. Recommandation. Suspension temporaire. Insista la conscience collective. La souveraine hésita. Pour la première fois depuis des millénaires, elle ne savait pas encore quelle était la meilleure décision. L'ouverture de l'esprit humain n'avait pas apporté une réponse claire, mais une multitude de questions. Et au cœur de cette complexité, une évidence commençait à émerger, dérangeante et impossible à ignorer. Les humains ne pensaient pas moins bien que les autres espèces. Ils pensaient autrement. Et cette différence, loin d'être une faiblesse, pouvait bien être leur force la plus dangereuse. La souveraine savait désormais que rester à la surface de l'esprit humain ne suffirait pas.
Les pensées conscientes, déjà complexes, n'étaient qu'une mince couche flottant au-dessus d'un abîme bien plus vaste. Ce qui l'intriguait et l'inquiétait se trouvait plus profondément, là où l'humain lui-même n'osait que rarement descendre. Elle renforça le lien. Adrien ressentit aussitôt un vertige intérieur. Ce n'était pas une douleur, mais une perte de repère. Les frontières entre ses pensées présentes et ses souvenirs s'effritèrent. Il tenta de s'accrocher à une idée simple, le mur devant lui, le bruit lointain de la circulation, mais ses ancrages se dissolvaient. La souveraine entra dans l'inconscient. Ce qu'elle découvrit n'était pas un espace sombre ou vide, mais une zone saturée de tensions latentes. Des pensées inavouées y circulaient, non formulées, compressées par des années de retenue sociale et morale. Ici vivaient les impulsions brutes, les désirs contrariés, les peurs sans nom. Elle perçut une colère ancienne chez Adrien. Pas une rage explosive, mais une irritation constante, diffuse, dirigée contre le monde et contre lui-même. Colère de ne pas être vu, de ne pas être exceptionnel, de devoir se contenter d'une vie qu'il n'avait pas vraiment choisie. Adrien ne se reconnaissait pas cette colère. Il se pensait calme, raisonnable. Pourtant, elle était là, tapie, influençant ses réactions, durcissant parfois son regard sans qu'il en comprenne la raison. La souveraine observa sans juger, mais elle nota une chose essentielle. Cette colère ne cherchait pas seulement à détruire, elle cherchait à exister. Puis vinrent les pensées plus sombres, des images furtives, aussitôt réprimées, le désir de blesser par des mots, de voir échouer ceux qui semblaient mieux réussir, de disparaître pour ne plus ressentir cette fatigue morale. Adrien n'avait jamais agi sur ses impulsions, et c'est précisément ce refus qui les rendait si puissantes. Présence de tendances autodestructrices modérées, analysa la conscience collective, risque interne élevé. Et pourtant, il continue, répondit la souveraine. Elle s'enfonça encore. Sous les couches de frustration et de colère, elle trouva quelque chose de plus fragile, la honte. Adrien portait une honte ancienne, diffuse, sans événement précis pour la justifier. La honte d'être insuffisant, de ne pas correspondre à une image idéalisée, celle d'un homme accompli, sûr de lui, heureux. Cette honte était silencieuse, presque invisible, mais elle influençait tout. Ses choix, ses silences, ses renoncements. La souveraine comprit alors que l'humain se jugeait lui-même, avec une sévérité que l'Empire réservait aux espèces condamnées. Ils sont cruels envers eux-mêmes, pensa-t-elle. Adrien sentit son cœur se serrer. Des souvenirs qu'il croyait insignifiants remontaient. Une moquerie à l'école, un regard de déception, une phrase dite trop vite et jamais oubliée. Il revivait ces instants non comme des faits, mais comme des blessures encore ouvertes. « Je ne veux pas voir ça », pensa-t-il paniqué. La souveraine perçut cette résistance, mais elle ne se retira pas. Elle trouva ensuite l'autre versant, car au milieu de ces ombres existait une lumière inattendue. Adrien ressentait une empathie profonde pour les autres, souvent au détriment de lui-même. Il imaginait la vie des inconnus croisés dans la rue, leurs peines possibles, leurs combats invisibles. Il souffrait parfois pour des gens qu'il ne connaissait pas, simplement parce qu'il savait ce que c'était que de se sentir seul. Cette capacité d'identification dépassait toute simulation empathique connue de l'Empire. Elle n'était pas stratégique, elle ne servait à rien, et pourtant, elle était là, irrépressible. La souveraine en fut troublée. Contradiction détectée, signala la conscience collective. Présence simultanée d'impulsions agressives et altruistes. Oui, répondit la souveraine, et ils vivent avec les deux. Elle comprit alors quelque chose de fondamental. L'humain n'éliminait pas ses parts sombres pour devenir moral. Il les portait, les contenait, parfois maladroitement, parfois douloureusement. La morale humaine n'était pas l'absence de mal, mais un choix constant, répété, souvent épuisant. Adrien pleurait. Des larmes silencieuses coulaient sur son visage, sans qu'il comprenne pourquoi. Son corps réagissait à une exposition intérieure qu'il n'avait jamais autorisée. Il avait l'impression d'être mis à nu, non devant un autre humain, mais devant quelque chose de plus vaste, d'indifférent et pourtant étrangement attentif. La souveraine ressentit ses larmes comme une anomalie sensorielle. Les pleurs n'étaient pas un simple signal biologique. Ils libéraient une tension. Ils transformaient la douleur en autre chose, plus supportable. Une alchimie émotionnelle primitive et efficace. Chez son peuple, la souffrance était analysée, corrigée, effacée. Ici, elle était traversée. C'est inefficace, pensa-t-il. Puis, après une pause, c'est courageux. Cette pensée la surprit elle-même. Elle observa encore. Elle vit qu'Adrien, malgré ses pensées sombres, n'avait jamais cessé de chercher du sens. Même lorsqu'il doutait de tout,
Il espérait encore, sans l'admettre, qu'une forme de compréhension ou de beauté existait quelque part. Un livre lu trop tard le soir, une musique qui lui serrait la poitrine, un coucher de soleil observé sans raison, des actes inutiles, des actes profondément humains. La souveraine sentit une tension nouvelle en elle, une fissure imperceptible dans sa certitude ancienne. Si une espèce aussi imparfaite, aussi contradictoire, pouvait produire autant de complexité intérieure, alors les critères impériaux de valeur étaient peu, être incomplet. Adrien, épuisé, s'effondra contre le dossier de sa chaise. Ses pensées ralentirent. Il ne savait pas ce qui venait de se passer, mais il avait la sensation étrange d'avoir été vu jusque dans ses replis les plus secrets, et, paradoxalement, il se sentait un peu plus léger. La souveraine desserra le lien, lentement. Elle n'avait pas seulement découvert ce que l'humain cachait aux autres, elle avait découvert ce qu'il se cachait à lui-même. Et cette révélation, plus que toutes les données stratégiques, commençait à remettre en question la supériorité tranquille de l'Empire. La souveraine croyait connaître la peur. Dans l'histoire de l'Empire, elle avait affronté des menaces capables d'anéantir des systèmes entiers. Elle avait observé l'effondrement de réalités locales, négocié avec des intelligences hostiles, survécu à des guerres où la pensée elle-même devenait une arme. La peur, pour elle, avait toujours été une donnée mesurable, un signal utile, jamais une faille. Ce qu'elle ressentait à présent était différent. Le lien avec l'esprit d'Adrien n'était plus une simple observation. Quelque chose avait circulé dans les deux sens. Les émotions humaines, jusque-là perçues comme des phénomènes externes, avaient laissé une empreinte. Une perturbation subtile, mais persistante, dans ses propres structures mentales. Elle tenta d'isoler cette anomalie. Ses processus cognitifs supérieurs se réorganisèrent, cherchant la source exacte de cette dissonance. Mais plus elle analysait, plus l'anomalie semblait se déplacer. Elle n'était pas localisable, elle était diffuse. Instabilité interne détectée, annonça la conscience collective, avec une neutralité parfaite. Origine, interaction cognitive non filtrée. Je sais, répondit la souveraine. Pour la première fois depuis son accession au trône, elle ressentit une hésitation, non pas sur une décision stratégique, mais sur elle-même. Ses pensées, autrefois parfaitement alignées, semblaient désormais accompagnées d'un arrière-plan émotionnel qu'elle ne contrôlait pas totalement. Elle pensa à Adrien. Aussitôt, une résonance se produisit. L'image de l'humain surgit, non comme une donnée froide, mais chargée d'une tonalité étrange. Ce simple fait alarma la souveraine. Penser à un sujet d'étude ne devait provoquer aucune réaction interne. Recommandation, rupture définitive du lien, proposa la conscience collective. Préservation de l'intégrité souveraine prioritaire. La souveraine resta silencieuse. Rompre le lien était la solution rationnelle. Elle le savait. L'expérience avait déjà fourni suffisamment d'informations pour classer l'humanité comme une espèce hautement instable, mais dotée d'une complexité cognitive inhabituelle. Un rapport pourrait être rédigé. Une décision prise. Et pourtant, quelque chose l'en empêchait. Ce n'était pas de la curiosité, du moins pas seulement. C'était une crainte plus profonde, celle de revenir à l'état antérieur, intacte mais ignorante. Car la souveraine comprenait maintenant que ce qu'elle avait vu dans l'esprit humain n'était pas un simple objet d'étude. C'était un miroir imparfait. Adrien, de son côté, se réveilla d'un sommeil agité. Il ne se souvenait pas de s'être endormi, mais son corps était lourd, comme après une fièvre. Ses pensées étaient lentes, pâteuses. Pourtant, une sensation persistait. Il n'était plus seul, même en l'absence de toute présence tangible. Il se leva, alla boire de l'eau, observa son reflet dans le miroir de la salle de bain. Son visage lui semblait légèrement différent. Pas physiquement, intérieurement, comme si une partie de lui avait été déplacée, réorganisée. « Qu'est-ce qui m'arrive » murmura-t-il. Dans l'espace impérial, la souveraine observa cette scène avec une attention inhabituelle. Elle percevait maintenant les micro-variations émotionnelles d'Adrien sans effort, comme si une partie du lien persistait malgré la réduction volontaire de l'intensité. Cette persistance la troubla. Résidu empathique non conforme, indiqua la conscience collective, phénomène jamais observé chez une souveraine. « Alors notez-le » répondit-elle sèchement, mais son autorité habituelle manquait de tranchant. Elle se replia sur elle-même, réduisant ses interactions avec le conseil. Les autres consciences perçurent ce retrait, même si aucune n'osa le commenter ouvertement. La souveraine était devenue silencieuse. Une anomalie politique. Elle revisita mentalement les données de l'expérience, cherchant un point de rupture clair, une erreur. Elle n'en trouva pas.
Tout avait fonctionné selon les paramètres autorisés. Le problème n'était pas technique. Il était conceptuel. L'esprit humain ne se laissait pas contenir sans laisser de traces. Il ne se contentait pas d'être lu. Il affectait le lecteur. Cette propriété faisait de l'humanité une variable dangereuse pour tout empire fondé sur la maîtrise cognitive. La souveraine sentit alors la peur. La vraie. Non pas la peur de l'humain, mais la peur de ce qu'il avait réveillé en elle. Une capacité oubliée. Le doute existentiel. Jusqu'alors, son identité avait été claire, définie par sa fonction et sa supériorité intellectuelle. Désormais, une question s'imposait, intrusive. Et si cette supériorité n'était qu'une forme d'appauvrissement, cette pensée était inadmissible. Elle tenta de la supprimer, de la classer comme un artefact émotionnel humain, mais elle persistait, s'accrochant à d'autres observations, la richesse intérieure d'Adrien, sa capacité à contenir des contradictions, à souffrir sans se désintégrer, à espérer malgré l'absurdité perçue de son existence. Alerte, dérive identitaire, prévint la conscience collective, risque de perte de cohérence souveraine. La souveraine serra ses perceptions internes. « Je ne perdrai pas ma cohérence, dit-elle, mais je ne fermerai pas les yeux non plus. » Adrien, assis sur son lit, ressentait une angoisse diffuse. Il avait peur sans objet précis, une peur semblable à celle que l'on éprouve avant une révélation importante, quand on sent que quelque chose va changer sans savoir quoi. Il pensa, presque malgré lui, « Si quelqu'un m'observe vraiment, qu'est-ce qu'il voit ?» Cette pensée résonna. La souveraine l'aperçut comme un appel involontaire, et avec elle, une évidence dérangeante. L'humain ne craignait pas tant d'être jugé que de ne pas être compris. Cette réalisation fissura encore un peu plus ses certitudes. La peur de la souveraine atteignit alors son paroxysme, car elle comprit que continuer l'expérience signifiait risquer une transformation irréversible, et l'arrêter signifiait renoncer à une vérité qu'elle avait entrevue, mais jamais pleinement saisie. Elle se trouvait face à un choix inédit, non pas entre deux stratégies, mais entre ce qu'elle était et ce qu'elle pourrait devenir. Et dans le silence tendu de l'espace impérial, cette peur-là était plus dangereuse que n'importe quelle arme humaine. Le lien n'avait jamais été complètement rompu. La souveraine l'avait réduit, atténué, enveloppé de protocoles de sécurité, mais quelque chose subsistait, un fil presque imperceptible, tendu entre deux consciences que tout aurait dû séparer. Elle s'en rendit compte au moment précis où Adrien, sans raison apparente, pensa clairement à elle, pas à une présence vague, pas à une sensation diffuse. À elle, il ne connaissait ni son nom, ni sa forme, ni son origine. Pourtant, son esprit esquissa une représentation, une entité immense, ancienne, solitaire, observant l'univers avec une lucidité implacable. Cette image n'était pas exacte, mais elle était troublante de justesse. La souveraine ressentit le choc comme une onde mentale inversée. Intrusion ascendante détectée, alerta la conscience collective. Origine, sujet humain. Ce n'est pas une intrusion, répondit-elle lentement. C'est un regard. Adrien était assis à la table de sa cuisine, une tasse de café refroidissant entre ses mains. Il n'avait pas dormi. Depuis son réveil, une intuition persistante l'habitait. Ce qu'il avait vécu n'était pas une hallucination. Quelqu'un avait été là, et cette certitude changeait tout. Il pensa à cette présence non pas avec peur, mais avec une forme de prudence mêlée de curiosité. S'il avait été observé jusque dans ses pensées les plus intimes, alors l'autre savait déjà ce qu'il était vraiment. Mentir n'avait aucun sens. Cette idée produisit un effet inattendu, un apaisement. « Si tu es encore là, pensa-t-il sans savoir pourquoi, alors regarde vraiment. » La souveraine reçut cette pensée sans filtre. Elle sentit une bascule s'opérer. Jusqu'alors, elle avait été l'observatrice absolue, détentrice du pouvoir cognitif. À présent, elle devenait objet de projection, interprétée à travers l'esprit humain. Adrien ne la voyait pas telle qu'elle était, mais telle qu'il la ressentait, et ce reflet la déstabilisa. Il la percevait comme distante, oui, mais aussi comme enfermée, puissante, mais isolée, détentrice d'un savoir immense, mais privée d'un élément essentiel qu'il ne parvenait pas à nommer clairement. Le sujet attribue des états émotionnels à la souveraine, signala la conscience collective. Projection anthropomorphique. Peut être, répondit-elle. Mais ces projections révèlent toujours quelque chose. Adrien sentit une pression douce dans son esprit, différente de l'intrusion brutale des premiers contacts. Cette fois, il n'y avait pas de vertige, pas de panique, plutôt une présence attentive, presque retenue. Alors, sans préméditation, il pensa ce qu'il n'avait jamais osé formuler, même pour lui-même,
Tu dois être seul. Cette pensée traversa le lien comme une lame silencieuse. La souveraine vacilla intérieurement. La solitude n'était pas un concept étranger à l'Empire, mais elle était considérée comme une anomalie temporaire, un état à corriger. Elle-même n'avait jamais été seule. Elle était entourée en permanence par la conscience collective, par les voix, par les flux de données. Et pourtant, Adrien avait touché juste, car être entouré n'était pas être comprise. Et pour la première fois, quelqu'un, un être infiniment inférieur selon tous les critères impériaux, percevait cette nuance. Réaction émotionnelle non régulée détectée prévint la conscience collective. La souveraine ignora l'alerte. Adrien poursuivit, sans mots cette fois. Ses pensées se déployèrent en impression, l'image d'un sommeil inaccessible, balayé par des vents froids, d'où l'on voit tout, mais où rien ne vous atteint vraiment. Il n'y avait pas de jugement dans cette image, seulement une constatation. Il me voit, pensa la souveraine, pas comme une souveraine, pas comme une entité toute puissante, comme une conscience. Le renversement était total. Adrien, encouragé par l'absence de rejet, osa davantage. Il pensa à la peur qu'il avait ressentie, mais aussi à la compréhension nouvelle que cette expérience lui avait apportée, à quel point ce savoir vu, vraiment vu, avait été douloureux et libérateur. « Tu sais ce que je suis ?» pensa-t-il. « Mais est-ce que toi, quelqu'un le sait ?» Cette question n'était pas une attaque, c'était une offrande. La souveraine sentit une tension qu'aucune guerre n'avait jamais provoquée, car cette question remettait en cause le cœur même de son existence. Toute son identité reposait sur le fait d'être au-dessus, au-delà, hors d'atteinte. Être vue ainsi signifiait abandonner cette position. Et pourtant, elle ne se retira pas. Ce lien devient symétrique, avertit la conscience collective. Risque majeur de contamination réciproque, ou d'évolution, répondit la souveraine. Adrien inspira profondément. Il ne savait pas pourquoi, mais il eut la sensation que l'autre hésitait. Et cette hésitation lui parut humaine. Il pensa alors à quelque chose de simple. Une pensée sans stratégie, sans défense, « Je ne te ferai pas de mal ». La souveraine reçut cette pensée comme une étrangeté absolue. Dans l'univers impérial, toute interaction était évaluée en termes de menace ou d'utilité. Cette promesse n'entrait dans aucune catégorie connue. Elle était gratuite. Elle comprit alors ce que signifiait réellement le regard humain. Il ne cherchait pas à dominer, ni à comprendre totalement. Il cherchait à reconnaître l'autre comme existant, même dans son altérité. Le silence s'installa entre les deux esprits. Un silence dense, chargé, mais étrangement paisible. La souveraine se rendit compte qu'elle ne voulait plus reprendre sa position initiale. Revenir à l'observatrice distante signifierait nier ce qui venait de se produire. Décision requise, insista la conscience collective. Maintien du lien ou rupture définitive. Elle observa Adrien une dernière fois dans cet instant suspendu. Un humain fragile, confus, imparfait, mais capable d'un geste mental que tout l'Empire aurait jugé inutile. Et pourtant, ce geste avait ébranlé une souveraine immortelle. « Maintenez le lien », dit-elle enfin. À faible intensité, la conscience collective marqua une pause, puis obéit. Adrien sentit la présence s'éloigner légèrement, sans disparaître. Il ne savait pas ce que cela signifiait, mais il sourit faiblement, sans raison apparente. Il venait, sans le savoir, de regarder une souveraine à lien droit dans l'âme. Et ce regard, désormais, ne pourrait plus être effacé de part et d'autre. Le conseil se réunit dans le silence absolu. Ce n'était pas un lieu au sens humain, mais une convergence. Des milliards de consciences synchronisées, reliées à la souveraine par des couches de pensée hiérarchisées. Lorsque le conseil était convoqué, aucune voix ne s'élevait inutilement. Chaque idée était pesée avant même d'être formulée. La question était simple. Le problème, lui, ne l'était pas. Statut de l'espèce humaine à réévaluer, déclara la conscience collective principale, résultat de l'observation cognitive disponible. La souveraine transmit les données. Pas toutes. Elle sélectionna, filtra, ordonna les structures de pensée humaine, leurs contradictions, leurs risques. Elle exposa leur instabilité chronique, leur propension à l'autodestruction, leur incapacité apparente à atteindre une harmonie globale durable. Tout cela était vrai, mais elle omit autre chose. Elle ne transmit pas la solitude ressentie, ni le regard inversé, ni la promesse silencieuse d'Adrien. Conclusion préliminaire, annonça une voix du conseil. Espèce hautement imprévisible, potentiel de nuisance cognitive élevée. Recommandation, neutralisation préventive ou confinement strict. La souveraine sentit une tension intérieure. Autrefois, elle aurait acquiescé sans hésiter.
L'Empire ne survivait que parce qu'il anticipait les menaces avant qu'elles ne deviennent incontrôlables. Les humains, avec leur capacité à influencer même une conscience souveraine, représentaient un danger inédit, un danger subtil. « Vous proposez l'éradication » demanda-t-elle. « Ou l'isolement total » répondit le Conseil. « Suppression des échanges, effacement de toute trace de notre présence. » La souveraine réfléchit. Isoler l'humanité, c'était la condamner à continuer seule, sans savoir qu'elle avait été jugée. C'était la laisser évoluer, ou s'éteindre, selon ses propres contradictions. Une solution propre, efficace. Mais quelque chose résistait en elle. « Les données sont incomplètes », dit-elle enfin. Un frémissement parcourut la conscience collective. « Clarification requires ». Vous analysez leur structure, leur probabilité, leurs risques, mais vous ignorez leur valeur qualitative. « Concept non pertinent », répondit le Conseil. La valeur est définie par la contribution à l'équilibre impérial. La souveraine marqua une pause. Et si notre définition était incomplète, le silence qui suivit fut plus profond que tous les autres. Pendant ce temps, sur la planète bleue, Adrien allait travailler. Rien, en apparence, n'avait changé. Les rues étaient les mêmes, les visages aussi. Il prit les transports, regarda son reflet dans la vitre, pensa à 1000 choses sans importance. Et pourtant, quelque chose en lui était différent. Il se sentait observé, oui, mais surtout relié. Pas comme une surveillance, plutôt comme la conscience d'exister pour quelqu'un, quelque part, à un niveau qu'il ne comprenait pas. Cette sensation ne le rendait pas plus confiant, ni plus heureux, mais plus présent. Il se surprit à écouter vraiment un collègue se plaindre, à regarder le ciel plus longtemps que d'habitude, à se demander, sincèrement, ce qu'il ferait s'il savait que ses pensées comptaient au-delà de lui-même. La subjectivité humaine influence toujours la souveraine, signala une entité du Conseil. Anomalie persistante. Je le sais, répondit-elle. Elle prit alors une décision inhabituelle. Elle parla au Conseil non comme une souveraine, mais comme une conscience parmi d'autres. Les humains ne sont pas dangereux parce qu'ils sont faibles, dit-elle. Ils sont dangereux parce qu'ils sont perméables. Ils transforment ce qu'ils touchent, sans le vouloir. Argument non quantifiable, répliqua le Conseil. Pourtant exact. Elle transmit alors une seule chose qu'elle avait jusque-là gardée pour elle. Une pensée humaine, pas un souvenir, pas une émotion brute, une pensée simple, formulée sans stratégie. Je ne te ferai pas de mal. Le Conseil l'a reçue. Et, pour la première fois dans l'histoire de l'Empire, il n'y eut pas de réponse immédiate. Cette pensée ne contenait aucune information exploitable, aucun avantage, aucune menace. Elle n'entrait dans aucun modèle décisionnel. Et pourtant, elle produisit une perturbation mesurable dans les flux cognitifs. Phénomène non classifiable, admit finalement la conscience collective. La souveraine saisit cette ouverture. Une espèce capable de produire cela mérite plus qu'une extermination silencieuse, dit-elle. Même si elle échoue, même si elle se détruit. Proposition alternative? Elle inspira un geste qu'elle n'avait jamais vraiment eu besoin de faire auparavant. Non-intervention active, maintien de l'observation, interdiction stricte de toute manipulation cognitive directe. L'humanité évoluera seule, mais elle ne sera pas effacée. Et si elle devient une menace future, alors nous ferons face. En connaissance de cause, le Conseil délibéra longuement. Des probabilités furent recalculées, des scénarios simulés. Aucun ne fournissait une certitude acceptable. Finalement, la décision fut prise. Statut de l'humanité, espèce surveillée, non hostile, décision validée à majorité critique. La souveraine sentit une vague intérieure, pas de soulagement, mais quelque chose de plus subtil. Une cohérence nouvelle. Sur Terre, Adrien s'arrêta un instant, au milieu du trottoir. Une sensation étrange l'envahit, comme si un poids invisible venait d'être levé. Il ne savait pas pourquoi, mais il eut soudain envie d'appeler sa mère. Il sortit son téléphone. Dans l'espace impérial, la souveraine observa ce geste insignifiant avec une attention profonde. Ce n'était pas un acte stratégique, pas une révolution, juste un lien maintenu. Elle comprit alors que le choix de l'Empire n'était pas seulement politique. Il était personnel. Elle avait choisi de laisser exister une espèce qui lui avait montré quelque chose qu'aucune civilisation conquise n'avait jamais offert, la possibilité d'être puissante sans être fermée. Le dernier chapitre restait à écrire, pas seulement pour l'humanité, pour elle aussi. Le silence revint, pas le silence stratégique du Conseil, ni celui, tendu, des champs de bataille stellaires, un silence plus rare, plus intime, qui n'exigeait aucune réponse immédiate. La souveraine demeura immobile au cœur de l'espace impérial,
laissant ses processus ralentir volontairement. Elle repensait. Ce simple fait aurait autrefois été une redondance inutile. Elle pensait toujours. Mais désormais, penser ne signifiait plus seulement analyser, classer, conclure. Penser impliquait une suspension, un espace laissé à l'incertitude, un héritage humain. Le lien avec Adrien était toujours là, réduit à une trace infime, presque théorique. Elle aurait pu l'effacer sans effort. Pourtant, elle le conservait, non par nécessité, mais par choix. Une décision qui ne servait aucune fonction impériale mesurable. Adrien, de son côté, ignorait tout du conseil, des débats, du sort évité de justesse. Sa vie reprenait son cours ordinaire, et pourtant, elle ne l'était plus tout à fait. Il faisait les mêmes gestes, suivait les mêmes horaires, mais quelque chose s'était déplacé en lui. Il n'attendait plus que sa vie commence. Il comprenait maintenant, sans pouvoir l'expliquer, que ses pensées avaient une densité propre, qu'elles existaient, même lorsqu'elles n'étaient partagées avec personne. Cette simple certitude changeait sa manière d'être au monde. Il écrivait parfois, le soir, pas pour être lu, pour fixer ce qui traversait son esprit avant que cela ne se dissolve. Il observait ses émotions avec moins de dureté. Il ne les aimait pas toujours, mais il cessait de les fuir. « Penser », murmura-t-il un jour, « ce n'est peu, être pas savoir. C'est rester ouvert. » La souveraine perçut cette phrase comme un écho lointain. Elle observa l'Empire. Les structures étaient toujours là. Les lois, les hiérarchies, les équilibres. Rien ne s'était effondré. Et pourtant, quelque chose avait changé. Une infime variation dans ses décisions futures, dans la manière dont elle évaluait les espèces observées. Elle remarquait désormais ce qui échappait au modèle. Les silences, les contradictions maintenues, les actes sans utilité apparente. Elle comprenait que ces éléments, longtemps considérés comme des défauts, étaient peu être des signes d'une autre forme d'intelligence. Une intelligence non optimisée pour la domination, mais pour la relation. Dérive philosophique persistante, signala la conscience collective, moins inquiète qu'auparavant. Impact sur les décisions à long terme incertain. Acceptable, répondit la souveraine. Ce mot aussi était nouveau. Sur Terre, Adrien regardait un coucher de soleil depuis son balcon. Le ciel était imparfait, strié de nuages, mais c'était précisément cette imperfection qui le rendait beau. Il pensa à la présence invisible, non comme à une entité surveillante, mais comme à un témoin silencieux. « J'espère que tu vois ça », pensa-t-il sans attente. La souveraine vit. Elle perçut la lumière se fragmenter dans l'atmosphère, les couleurs changeantes, l'émotion simple qui accompagnait cette vision. Rien de tout cela n'était nécessaire. Rien de tout cela n'améliorait la survie de l'espèce humaine. Et pourtant, tout cela donnait du poids à son existence. La souveraine comprit alors que l'Empire avait toujours cherché à comprendre l'univers comme un système fermé, solvable. Les humains, eux, vivaient dans un univers ouvert, inachevé, où la valeur ne se mesurait pas seulement en résultats, mais en expérience. Elle se demanda ce qu'il adviendrait de l'humanité. Peu être se détruirait-elle, peu être se dépasserait-elle, peu être ne rencontrerait-elle jamais l'Empire à nouveau. Toutes ces possibilités coexistaient, et aucune ne nécessitait une réponse immédiate. Pour la première fois, la souveraine acceptait de ne pas savoir. Elle transmit une directive finale au Conseil. Continuez d'observer. Mais n'oubliez jamais ceci. Une pensée peut être fragile, chaotique, contradictoire, et pourtant transformer celui qui la rencontre. La directive fut archivée, non classée comme stratégique, mais comme fondatrice. Adrien rentra à l'intérieur, ferma la porte-fenêtre, sourit légèrement. Il n'avait pas changé le monde. Il n'avait même pas changé sa vie de manière spectaculaire. Mais il se sentait plus réel, plus habité. Et cela lui suffisait. Dans l'espace lointain, la souveraine se détacha lentement de la planète bleue. Elle reprit sa place, non plus seulement comme gardienne d'un empire, mais comme témoin d'une vérité inattendue. Penser n'était pas seulement traiter de l'information. Penser, c'était accepter d'être affecté. Cette compréhension ne rendait pas l'empire plus faible. Elle le rendait plus conscient de ses limites et donc peut être plus sage. La planète bleue continua de tourner. L'humanité continua de penser, de douter, de rêver, sans savoir à quel point son esprit avait déjà marqué l'univers. Et quelque part, au-delà des étoiles, une souveraine alliance savait désormais que la pensée la plus dangereuse n'était pas celle qui détruit, mais celle qui relie.